C'est la deuxième session. Nous allons donc continuer de dérouler le narratif du rapport du GIEC. Nous allons parler d'atténuation. Et alors, en préparant cette journée, elle m'a confié que son gros défi du moment était de dire les choses sans désespérer ou sans provoquer une perte d'espoir. Elle a accepté donc le challenge de poser les mots-clés, le décor de cette nouvelle session en un petit quart d'heure. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Yamina Saheb, experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique, autrice du volume 3 du rapport du GIEC sur les solutions et enseignante à Sciences Po Paris. Yamina, c'est à vous et il y aura peut-être des questions après, si nous avons le temps. C'est à vous. L'atténuation du changement climatique. Et il y a deux façons de voir en fait là où on est point de vue atténuation. La première façon de voir, c'est si on regarde les émissions mondiales qui sont aujourd'hui couvertes par des lois qui sont en fait, soit on a des lois climat comme la loi climat française ou la loi climat européenne assez complète, soit on a soit on a juste un objectif de réduction des émissions et on voit qu'entre 2010 et 2020, ça a plus que doublé. Donc, plus de la moitié des émissions mondiales font aujourd'hui l'objet d'une loi. Et lorsque vous voyez ça, donc vous vous dites, c'est très bien, en fait, on avance dans la bonne direction. On a l'impression, en vérité, d'avancer dans la bonne direction. Bien sûr, ces lois climat sont principalement dans les pays de l'OCDE et dans une certaine mesure, dans certains pays émergents, et on trouve pratiquement pas de loi ou d'objectifs de réduction, d'objectifs clairs de réduction d'émissions dans les pays en développement. Ensuite, si on regarde plus en détail, donc est-ce que ces lois-là ont eu un impact? Malheureusement, ça n'a pas fait baisser les émissions. Donc, entre 2010 et 2019, les émissions ont continué à augmenter comme avant d'avoir cette augmentation du nombre de lois climat et d'objectifs climat. Ça a augmenté de 1,3% par an pendant la même décennie et donc les émissions n'ont pas baissé. Cette augmentation, on la voit partout, dans tous les pays du monde, dans toutes les régions, sauf à une exception, c'est l'Union européenne, mais on pourra revenir là-dessus. On n'a pas fait vraiment les changements structurels nécessaires, mais il y a différentes raisons qui font qu'on a une baisse des émissions dans l'Union européenne, mais les émissions d'un Européen moyen restent quand même très élevées par rapport aux émissions d'une personne habitant par exemple en Afrique. Et ces émissions-là, donc elles ont continué à augmenter dans toutes les régions du monde et surtout dans tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur économique où on a vu une baisse ou des changements drastiques qui auraient conduit à des baisses d'émissions. Donc ça, c'est la situation de laquelle nous héritons aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on a fait pendant les 30 dernières années, 30 ou 40 dernières années, et voilà la situation dont on hérite aujourd'hui. Après, ce que l'on fait dans le cadre du rapport du GIEC, on regarde qu'est-ce qui pourrait se produire dans le futur. Alors, pour rappel... le GIEC ne développe pas ses propres scénarios. Le GIEC fait appel à des scénarios qui sont développés par la communauté scientifique. Dans le cadre de ce rapport-là, nous avons lancé 3 appels à la communauté scientifique internationale pour soumettre leurs scénarios pour qu'ils soient considérés pour l'analyse du rapport et tout ça est dans une base de données disponible en ligne. Nous avons reçu plus de 3000 scénarios sur les plus de 3331, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y a 700 scénarios qui sont considérés compatibles avec l'accord de Paris. Alors la première chose sur laquelle il faut qu'on s'arrête, c'est qu'est-ce que ça veut dire être compatible avec l'accord de Paris. En fait, les gens qui développent les scénarios se sont principalement focalisés sur avoir une température à la fin du siècle, un réchauffement au plus de 2 degrés, mais plutôt qui irait plutôt vers 1,5 degré. Donc ce n'est que cette partie-là de l'accord de Paris qui est prise en compte malheureusement par la communauté scientifique qui développe des scénarios pour le futur. Alors parmi les scénarios que l'on a reçus, bien sûr on a reçu également des scénarios qui s'arrêtent en 2050, qui ne sont pas pris en compte dans la communication, dans le résumé pour décideurs, etc. Parce que ces scénarios-là, l'objectif de cet exercice était de regarder encore une fois dans le cadre de la compatibilité avec l'accord de Paris, les scénarios qui vont jusqu'en 2100, donc jusqu'à la fin du siècle, avec une température inférieure au plus de 2 degrés.
Et lorsqu'on regarde ces scénarios-là, la neutralité carbone est atteinte, mais seulement elle est atteinte grâce à de la géo-ingénierie en fait. Elle n'est pas atteinte grâce à la réduction en amont des émissions. Donc ça, c'est le premier défi que la communauté scientifique a et doit résoudre dans le futur, qui n'est pas résolu. Encore une fois, je rappelle que le GIEC n'est pas responsable de ces scénarios-là. Ce sont des scénarios qui sont produits par la communauté scientifique. Et lorsqu'on regarde, donc d'un côté, j'ai mis toutes les émissions, tous les gaz, et de l'autre côté, j'ai mis les gaz liés le carbone. Et lorsqu'on regarde pour le carbone, on voit que à partir bien avant 2040, un peu avant 2040, on prévoit déjà une réduction des émissions. Enfin, on prévoit déjà la solution de la géo-ingénierie qui serait répandue un peu partout dans le monde. Les scénarios, tout ce qui est en haut, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce qui est en rouge, ce sont les politiques d'aujourd'hui. Ce qui est en orange ou en jaune, ce sont les politiques prévues pour 2030, annoncées pour 2030. En fait, il faut regarder, pour être en accord avec l'accord de Paris, il faut regarder la partie basse, donc violet et bleu. Et donc, dans cette partie-là, ce qu'on voit, c'est que sans géo-ingénierie, en fait, on ne va pas être dans les clous pour l'accord de Paris. Alors ça pose différents problèmes en fait. Le premier problème que ça pose, c'est que ce que ça montre, ça, lorsqu'on regarde dans le détail ces scénarios-là, on se rend compte que dans la partie, ces scénarios-là, ils sont principalement tirés par la décarbonation de l'approvisionnement en énergie et on ne travaille pas beaucoup, ou pratiquement pas dans certains scénarios, la partie réduction de la demande en énergie, mais aussi en autres ressources naturelles. Et le fait qu'on ne réduise pas, qu'on ne travaille pas sur la réduction de la demande, on se retrouve coincé. On est obligé de faire appel, d'être techno-optimiste et de se dire qu'on va avoir la géo-ingénierie qui va nous sauver. Alors, et puis, lorsqu'on regarde dans le détail la géo-ingénierie, en fait, où est-ce qu'elle va se mettre, on se rend compte qu'elle va se mettre dans la plupart des scénarios dans les pays en développement. Chose impossible. Il y a par exemple certains scénarios qui prévoient déjà la décarbonation du secteur du résidentiel, par exemple en Indonésie. Je cite souvent cet exemple-là parce que c'était le plus frappant. Avant 2030, il prévoit qu'on pourra décarboner le résidentiel en Indonésie, qui est en pleine construction, grâce à des émissions négatives qu'on va pouvoir capter et enfouir dans le sol. C'est ça ce que la science produit. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc cette partie-là d'ailleurs a été très polémique pendant l'approbation du résumé du rapport du GIEC, mais ce sont ces graphes-là que nous avons dans le résumé du rapport du GIEC. Il faut savoir que cette communauté scientifique est dominée par quelques groupes seulement, mais ce sont des groupes qui sont tellement bien organisés qu'ils ont réussi à se rendre les plus utiles pour les rapports du GIEC, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette situation-là. Alors ensuite, lorsqu'on regarde pourquoi est-ce que cette image, ce graphe-là que je montrais est un peu désespérant, et le graphe précédent également, mais en fait, en vérité, il y a ce qu'on a réussi à découvrir cette fois-ci, c'est qu'il y a un potentiel caché qu'on ne regarde pas, que les scénaristes ne regardent pas, surtout les scénaristes qui travaillent sur le long terme et qui travaillent sur les émissions mondiales. Et ce potentiel-là, c'est le potentiel de réduction des émissions grâce à la sobriété. Alors en France, le terme n'est pas du tout tabou. On a même un président de la République qui a annoncé en septembre qu'il allait mettre en place des plans de sobriété. Bon, bref, ce qu'il a mis en place, c'est pas vraiment ça, mais il parle de sobriété. Donc, c'est très bien. Ce n'est pas du tout le cas en dehors de la France. Ça, c'est quand même très important de le savoir. Et ce n'est pas du tout le cas en dehors de la communauté scientifique francophone. Donc là, j'élargis un petit peu. Donc, pour pouvoir introduire le terme sobriété dans le rapport du GIEC, ce fut une bataille scientifique très, très intéressante, parce qu'en fait, c'était la bataille scientifique, c'est argument scientifique contre argument scientifique. Et avec quelques collègues, on a passé des nuits entières à déconstruire les arguments des gens qui étaient contre la sobriété. Alors pourquoi c'était très important? Parce qu'on savait qu'il y avait un potentiel très important de réduction des émissions. Là, j'ai pris juste un exemple, c'est le seul qu'on a réussi à inclure dans le rapport du GIEC. Pour les autres, c'est le secteur résidentiel. Ça n'a pas été fait au moment du rapport du GIEC pour les autres secteurs, mais on l'a fait après, et ça sortira bientôt dans une publication scientifique. Donc si on regarde entre 90 et 2019, les émissions du résidentiel
résidentiel, les émissions mondiales ont augmenté et nos politiques, les fameuses politiques, le premier graphe que j'avais montré où je disais que plus de la moitié des émissions sont couvertes par des lois et des politiques climatiques, en vérité, les politiques climatiques de décarbonation, elles ont principalement focalisé sur l'efficacité énergétique et la décarbonation grâce aux renouvelables. Or, on voit dans un secteur comme le secteur du résidentiel, l'efficacité énergétique a permis, c'est ce qu'on voit en bleu foncé, a permis de réduire des émissions. Sauf que pendant cette période-là, le manque de politique de sobriété à l'échelle mondiale, et lorsqu'on regarde au niveau des régions également, a fait augmenter les émissions de plus de 50%. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a gagné grâce à l'efficacité énergétique, on l'a perdu parce qu'on n'avait pas de politique de sobriété. Ça, c'est le premier enseignement de ce travail. Le deuxième enseignement de ce travail qui perturbe pas mal de collègues scientifiques, c'est que dans la littérature scientifique, on trouve souvent, il y a un courant qui dit que l'augmentation des émissions est liée à l'augmentation de la population mondiale. On sait que l'augmentation de la population ne va pas se produire sur nos territoires, elle est en train de se produire sur d'autres territoires. Donc, il y a quand même des notions plus politiques et politiciennes derrière. Et ce que ça montre que l'augmentation des émissions dans le secteur résidentiel, là où on peut considérer que l'effet de la population devrait être le plus important, est en fait le deuxième facteur. Ce n'est pas le facteur numéro 1. Le facteur numéro 1, c'est bien le fait qu'il n'y a pas eu de politique de sobriété dans nos politiques de décarbonation ou de nos politiques énergétiques du bâtiment. Alors ensuite, ça c'est le passé, on va se dire que ça c'est notre héritage. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Donc pour le futur, nous avons choisi, dans le cadre du résidentiel, de regarder des scénarios très connus, qui sont les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont très politiques, en fait très influents politiquement. Puis après, deux scénarios qui viennent de la communauté scientifique. Dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, eh ben, si on regarde avec les politiques actuelles, encore une fois, vous voyez ce qui est en jaune. Ce qui est en jaune, c'est le potentiel de réduction des émissions dans le résidentiel grâce à la sobriété. Il est encore une fois supérieur à 50%. Et plus on se projette dans le futur, plus l'effet de la population devient moins important. Pourquoi? Parce que la population de 2050, 4/5 de cette population est déjà là. Donc en fait, ce sont plutôt les modes de vie que l'augmentation de la population qui jouera un rôle primordial dans les émissions de ce secteur-là, mais on le voit aussi pour d'autres secteurs. Puis malheureusement, donc ça c'est les politiques actuelles, en fait c'est les politiques que les décideurs ont mis en place, donc on ne peut rien y faire. Ensuite, lorsqu'on regarde pour le futur, on regarde deux scénarios dans le cas de l'Agence internationale de l'énergie, un scénario qu'ils appelaient le scénario développement durable qui intègre l'objectif d'atteindre d'ici 2030 l'accès à l'énergie pour tous, principalement pour les pays en développement. Et donc dans ce scénario-là, ils ne décarbonent pas complètement, mais il n'y a pas de sobriété dans ce scénario-là. Il y a zéro sobriété. Alors, on a regardé ensuite le nouveau scénario de l'Agence internationale de l'énergie, qui est le scénario qui vise des émissions net zéro en 2050. Eh bien, surprise, il n'y a pas de sobriété dans ce scénario-là non plus. Et pourtant, vous voyez dans le secteur résidentiel, c'est plus de 50% de réduction des émissions qui est possible grâce à la sobriété, qui n'est pas pris en compte dans les scénarios qui visent le net zéro. Et donc, comme ce n'est pas pris en compte, ils se retrouvent, comme dans le graphe précédent, coincés. Alors, qu'est-ce qu'ils prévoient? Eh bien, de la géo-ingénierie. Et partout dans le monde, même dans les pays en développement. Alors ça, c'est un scénario très politique, le scénario de l'AIE. Ensuite, on a regardé un scénario, le deuxième que vous voyez, c'est un scénario qui vient de cette communauté scientifique qui produit les scénarios précédents. Donc dans ce scénario-là, ils ont mis des hypothèses qui sont en fait des hypothèses de sobriété. Alors chose intéressante, vous allez très certainement être étonnés, ce sont des hypothèses de sobriété qui ne sont pas nommées comme ça. On ne dit pas que c'est de la sobriété. Donc il a fallu qu'on aille chercher dans ce qu'ils ont fait, ces scénaristes-là, pour trouver que ce qu'ils ont fait, ce sont des hypothèses de sobriété. Et d'ailleurs, un témoignage important de certains collègues qui nous disent on ne savait pas que ça s'appelait sobriété, ce qu'on a fait. Et là, ils ont considéré, parce qu'avant le rapport du GIEC, il y a une partie de la littérature qui suggérait que la sobriété, c'est uniquement pour les pays riches et que la sobriété, on ne pouvait pas la concevoir pour les pays en développement parce qu'il y a une confusion en fait, entre ce concept-là et d'autres concepts. Et en vérité, en intégrant juste la sobriété, un tout petit peu de sobriété pour les pays riches, dans le deuxième scénario, eh bien, la sobriété se met à jouer son rôle et elle contribue à réduire les émissions.
On le voit déjà. Ensuite, dans le dernier scénario, qui est un scénario plutôt innovant, donc qui ne vient pas de cette communauté-là qui domine les scénarios actuellement, et là, ils considèrent de la sobriété au nord et au sud, et là, on arrive à réduire encore plus d'émissions, donc 17%, grâce à la sobriété, sauf que eux, ils ne prennent pas en compte, c'est uniquement les consommations thermiques, la partie électrique est manquante. Donc, on reste sur notre fin. Il y a un potentiel de plus de 50% de réduction des émissions dans le secteur résidentiel, qui n'est en vérité repris nulle part dans aucun des scénarios mondiaux qu'on a pu considérer dans le cadre du rapport du GIEC. Donc ça, c'est vraiment une lacune scientifique à laquelle on doit faire face, et je pense que nous, Français et francophones, sommes les plus à même aujourd'hui, les plus avancés en fait sur la question, grâce justement au travail qui a été fait en France sur la sobriété. Alors du coup, il a fallu, comme c'était débattu et que les gens ne comprenaient pas ce qu'était la sobriété dans notre groupe, donc il a fallu arriver à une définition. Il a fallu inventer une définition pour justement expliquer pourquoi on avait besoin de la sobriété. Non seulement il a fallu quantifier, c'est la première fois qu'on fait ce type de quantification au niveau mondial, mais il a fallu définir la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi? La sobriété, ce sont en fait toutes les politiques publiques et les pratiques du quotidien. Donc l'ordre dans lequel on a mis ces deux mots, en vérité, il y a 4 piliers dans la sobriété. L'ordre dans lequel on a mis ces deux mots est très important. Donc c'est d'abord des politiques publiques, puis des pratiques du quotidien. Si vous n'avez pas en place les politiques publiques, il faut oublier l'histoire de la pratique du quotidien. Et on ne parle pas de changement de comportement des individus, parce que nous, citoyens, nous sommes coincés, nous sommes enfermés dans les solutions que les pouvoirs publics permettent à l'industrie de mettre en place. Donc moi, citoyenne, aujourd'hui, je peux prendre le vélo à Paris, je n'ai pas peur, avec mon fils à l'arrière, alors que quand j'étais étudiante il y a 25 ans, je n'osais pas prendre le vélo à Paris parce que j'avais peur. Je suis pourtant la même personne, j'ai toujours voulu me déplacer à vélo, mais je ne pouvais pas le faire, aujourd'hui j'arrive à le faire. Donc ce n'est pas grâce à moi, c'est parce qu'il y a eu des politiques publiques qui me permettent de le faire. Ensuite, ça devient une pratique du quotidien. Ce n'est pas que j'ai changé mon comportement, je n'ai toujours pas de voiture, je me déplace toujours, j'ai toujours les mêmes habitudes, les mêmes types de déplacements, les mêmes activités qu'avant, mais aujourd'hui, je peux faire mes activités, en fait, mes pratiques du quotidien, je peux les faire de façon plus sobre parce que les solutions sont là. Donc, c'est très important, l'ordre dans lequel on a mis ces deux mots-là est très important, et puis on ne parle pas de changement de comportement, mais plutôt de pratiques du quotidien, parce que ce sont c'est une transformation de nos sociétés, en fait. Ensuite, qu'est-ce que font ces politiques-là? Elles évitent en amont, c'est bien dommage, on n'a pas pu mettre dans la définition, j'ai repris la définition qu'il y a dans le résumé pour décideurs, on n'a pas pu mettre le mot en amont, mais en fait, dans la définition d'origine, il y avait le mot en amont, qui permettent en amont d'éviter la demande en toutes ressources naturelles. Ici, on n'en cite que 4, mais en fait, en vérité, ce sont toutes les ressources naturelles, parce qu'à chaque fois qu'on utilise une ressource naturelle, il y a de l'extraction, de la transformation, etc. Et tout ça, ça produit des gaz à effet de serre. Et qui évite ça. Alors, un exemple type, par exemple, aujourd'hui, nous, citoyens, nous avons un besoin de mobilité. Moi, je n'ai pas besoin de voiture, mais pendant 50 ans, la solution à mon besoin de mobilité a été la voiture individuelle. Alors que, en vérité, on n'est pas parti du besoin, et donc pour produire ces voitures-là, donc il faut extraire des matières premières, etc. Et en plus, il y a de la consommation d'énergie, donc des émissions à gaz à effet de serre. On n'est pas parti du besoin, on est parti de la solution. Et ce que l'on fait, en fait, ce que font les politiques d'efficacité énergétique, dont on aura toujours besoin, bien sûr, hein, la sobriété n'élimine pas l'efficacité. La sobriété, elle a besoin d'être adossée, elle a besoin d'être en premier avant l'efficacité et le renouvelable pour éviter en amont la demande, mais on aura toujours besoin des politiques d'efficacité. Ce qu'on a dans les politiques européennes, par exemple, qui sont les politiques les plus avancées sur la question de l'atténuation du changement climatique, ben, comme on ne part pas du besoin, comme on ne part pas de mon besoin de mobilité, on part plutôt de la solution, la voiture, eh ben, on essaie d'améliorer l'efficacité énergétique de la voiture. Et puis bon, il faut décarboner l'utilisation de la voiture. Alors au lieu d'avoir une voiture thermique, un moteur thermique, on va aller par la voiture électrique sans se poser la question de la production d'électricité que l'on va utiliser. Donc vous voyez, en fait, c'est ça, c'est ce questionnement-là qui manque, qui est de repasser en fait vers le besoin des êtres de l'humanité. Alors tout
tout ça en garantissant le bien-être de tous. Dans les scénarios que je vous avais montrés, les scénarios mondiaux, en fait, les inégalités nord-sud sont maintenues dans le temps. Alors, on ne va pas dans le détail dans les inégalités dans les pays, mais en garantissant le bien-être de tous. Moi, on m'a souvent posé la question, il y a des gens qui confondent la précarité énergétique avec la sobriété. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. La précarité énergétique, c'est l'échec, c'est 40 ans d'échec de nos politiques et de privatisation des biens publics, du commun. C'est ça la précarité énergétique. La sobriété, c'est pas ça, c'est l'inverse, c'est la protection des communs et la protection des plus vulnérables. Et c'est pour ça qu'on a rajouté dans la définition le bien-être pour tous, et je pense que c'est parce qu'on a rajouté ça qu'on a réussi, d'ailleurs grâce aux délégués d'abord français et européens, à réintroduire le terme sobriété dans le résumé pour décideurs qui avait été sucré par les autres, et puis surtout... c'est grâce à une déléguée indienne qu'on a réussi à introduire la définition. Elle nous a dit, moi, j'ai lu votre chapitre sur la partie bâtiment, j'adhère à cette notion de sobriété, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que vous pouvez mettre une définition? C'était juste génial de pouvoir mettre une définition là-bas. C'est pour ça que je mets toujours l'heure. Ça fut adopté à 23h32. Et quand j'ai envoyé un message à une collègue, elle me dit, c'est le poisson d'avril. Je lui dis, mais non, c'est vrai. Et en plus, dans le respect des limites planétaires. Et donc, le respect des limites planétaires, ce n'est pas la géo-ingénierie. Elle aura peut-être un rôle à jouer, la géo-ingénierie, mais on ne peut pas en avoir partout. Le respect des limites planétaires, dans le cadre du rapport du GIEC, on s'est surtout focalisé sur la question des émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, il y a tout un travail scientifique à faire pour les autres limites planétaires. Il y a vraiment un développement, mais ça ouvre un champ incroyable pour développer des scénarios de la littérature. Il n'y a pas suffisamment de choses dans la littérature. Par exemple, quand on parle aux industriels, puisqu'on est à la maison de l'industrie, qu'est-ce que la sobriété pour les différentes industries? Aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question-là parce que la recherche scientifique ne répond pas à cette question-là. Donc, c'est plutôt un appel à la communauté scientifique pour travailler sur la sobriété, pour pousser le concept et pour développer des scénarios qui intégreraient la sobriété pour éviter d'enfermer le prochain rapport du GIEC dans des scénarios impossibles. Merci. Merci beaucoup, Yamina Saed. Merci. Merci. Alors, les questions, il y en a. Elles vous seront posées par un journaliste après. On est toujours en train de rattraper le temps. Merci beaucoup pour avoir posé le décor et de nous avoir rappelé vraiment ce qu'on entend par sobriété. Et donc, moi, j'ai quand même noté que les décideurs ont vraiment eu cette définition de la sobriété. Ce fut adopté par les décideurs. Alors, si c'est adopté, ça a dû être compris. Et sans le délégué français, on ne l'aurait jamais eu là. Donc, on doit un grand bravo aux délégués français et européens. Eh bien, on peut applaudir aussi. Merci beaucoup, Yamina Saed.